Merci Alexandra, mais merci à vous tous de cette invitation. Et là, je croise avec stupéfaction des visages connus, perdus de vue, mais retrouvés. C'est beau la société concertative. Donc c'est Yves Jean. J'espère que vous connaissez Yves Jean. Il a tellement de casquettes que je ne vais pas grignoter mes 15 minutes pour vous les énoncer, puisque sinon... Écoutez, moi aussi j'avais prévu une introduction directement attachée au titre qu'il y a derrière moi, je suppose. Non, il n'y a pas de titre, mais enfin de celui qui était annoncé, donc les promesses de l'intercommunalité, au temps des liens. Et puis bon, le week-end m'a mis dans le même malaise que ceux des deux personnes qui m'ont précédé ici. Je me suis demandé si mon ode à la reliance arrivait vraiment à point nommé et quelle devait être notre attitude à tous dans ce moment de triomphe du populisme, dont on aurait évidemment tort de croire qu'il est réservé aux habitants de l'outre-Atlantique. Donc je vais chanter l'introduction, où il était question de réarticulation du participatif, du représentatif, du contributif. Bruno Harouet a utilisé l'expression, j'y crois beaucoup, où il était question d'ingénierie de l'implication. Il a évoqué aussi un certain nombre de ressorts sur ce plan. Et puis, je vais dire que, passé le moment de malaise en question, et en particulier ce moment qui, je pense, assaille tous les gens qui affirment une position progressiste et à qui on dit, en gros, vous n'avez pas vu, vous n'avez pas compris, vous n'avez pas entendu. Vous n'avez pas pris en compte les révoltes, le vrai peuple, qui ici s'est exprimé, parce qu'en fait, il ne vous écoute plus. Ce qui renforce mon malaise, ce reproche-là renforce mon malaise. Je me suis dit que j'allais devant vous réaffirmer la position que j'avais prévu de tenir, dont j'ai tenu à informer les organisateurs, bien sûr, et donc, non pas tenir une ode à la reliance, mais confirmer le point de vue selon lequel nous avons devant nous, tous ensemble, effectivement, 3 rendez-vous majeurs, emboîtés les uns dans les autres, et dont je partage immédiatement les lignes de force. Oui, je pense qu'il faut dire que la reliance doit être aujourd'hui, et si on ne veut pas l'appeler la reliance, on ne l'appellera pas la reliance, c'est pas le souci, mais ça sera la même idée, doit être aujourd'hui le motif en même temps que le levier de nos actions, de nos capacités d'action à tous, de notre expression citoyenne, de nos formes d'engagement. Et je vais expliquer de quelle bascule il s'agit là aussi, parce que nous avons sans doute vécu nombreux ici la conviction que l'engagement, c'était la protestation, c'était la dénonciation, c'était la vigilance, c'était la militance, au sens d'être contre, d'être en résistance. Eh bien, je crois qu'il y a là une petite révolution copernicienne à effectuer pour nous mettre dans une autre posture. Et j'expliquerai pourquoi il me semble que la première a eu ses charmes, à n'en pas douter. Elle a eu son efficacité sociale et politique, à n'en pas douter. À chaque époque, son devoir politique, et je pense que le vrai devoir politique aujourd'hui, c'est celui de la reliance. Ça sera mon premier point. Mon deuxième point, en géographe, parce qu'il faut bien prendre les choses par un bout, et puis chacun est à sa place, c'est de dire que cette invitation nous oblige à réappréhender, à comprendre, saisir, parler autrement de l'espace de la société, de l'endroit où nous vivons. Bruno Harouet vient le dire, il nous faut, Bruno, il nous faut mieux dire la vie des gens. Oui, bien sûr, il faut l'entendre, il faut la comprendre, mais mon deuxième point sera de dire pas avec les oreilles d'hier ou les lunettes d'hier, pas avec les catégories d'hier, pas avec les représentations dont nous sommes lestés et dans lesquelles nous nous sommes enfermés et qui sont celles d'un certain clivage que je tiens effectivement à dénoncer et dont je tiens à m'éloigner le plus possible. Et mon troisième point sera de dire, dans ces conditions, s'il faut changer de logiciel politique, s'il faut saisir l'espace de la société autrement, manifestement, il y a beaucoup de transformations sur le métier. Et la première de ces transformations, c'est probablement la transformation de soi-même. Et il est assez compréhensible qu'on ne transforme rien sans se transformer soi d'abord, et qu'on ne fait pas partie, on n'est pas étranger, on n'est pas étranger à ce qui exige du mouvement, de la réinvention, de la réinnovation, et par conséquent, cela sollicitera votre rôle de conseil de développement.
Alors, comme je n'ai que 15 minutes, je vais voir ces 3 points en chacun de 3 points également, et je serai lapidaire, vous m'en excuserez. Il n'y aura pas beaucoup d'argumentation, mais essentiellement des affirmations. Mais j'espère que mon propos ne sera pas trop cassant, parce que je viens participer à une journée, à un débat, à un échange, les oreilles grandes ouvertes. Je lance des points de vue, des analyses, des convictions, des concepts, des propositions, mais je n'assène rien et je ne suis pas le prophète de la reliance. Donc voilà, ça peut prendre une tournure un peu rapide, mais c'est bien sûr autant de contributions à nos échanges. Donc le temps de la reliance s'ouvre. Pourquoi et de quoi s'agit-il exactement? Donc, je l'ai dit en introduction, il s'agit de mon point de vue de sortir d'une véritable culture de la fracture, dont le thème a émergé au début des années 2000, enfin très exactement en 1995, dans la campagne présidentielle, qui a été pris d'abord comme un champ de dénonciation. C'était donc le syndrome d'une société qui ne va pas, mais qui a fini par devenir un champ de revendication. Rompre avec, c'est pas simplement qu'est-ce que c'est que ces fractures qui nous divisent, mais c'est comment nous allons nous retirer de ce système trop mondialisé, ou trop migratoire pour je dirais, d'autres versants de notre idéologie, comment nous retirer de ces interdépendances, comment nous retirer de ces grands machins institutionnels, la métropole ou ces intercommunalités trop vastes, comment nous retirer d'un certain nombre d'articulations entre le local et le central qui nous pèsent. Et la fracture est devenue une culture. C'est devenu même pratiquement une base politique. Et cette base politique, la démocratie n'a rien à y gagner. Dans la compétition du discours de la fracture, le populisme l'emportera toujours. Et il n'y a pas, c'est mon point de vue, de populisme de droite ou de populisme de gauche. Il n'y en a qu'un. L'histoire l'a très souvent prouvé. Donc la première chose, c'est pourquoi la reliance? Parce que nous sommes au bout, me semble-t-il, d'une position politique dénonciatrice de la fracture et qu'avec ça, nous ne savons plus faire quoi d'autre que d'animer la protestation, la colère, et dans ce moment-là, nous sommes perdants si je me place du point de vue des démocrates. Mon deuxième point, c'est donc dans ces conditions d'essayer de forger l'antidote, l'alternative, l'autre versant. Et ce mot de reliance, il est venu parce qu'à un moment donné, je me suis personnellement dit « D'accord, tu veux faire un texte sur l'antifracture », c'est le sous-titre. Mais ça s'appelle comment l'antifracture? Donc il a fallu chercher, et je tombe sur ce mot forgé par un sociologue belge dans les années 80, en pleine crise nationale de la Belgique, au moment où tout le monde peut se demander si le pays ne va pas exploser entre Wallons et Flamands. Et je me dis, ce monsieur, qui s'appelle Marcel Boldebal, qui je crois aujourd'hui est décédé, qui a une belle carrière de sociologue discret, entendu et en même temps un peu galvaudé. Qui es-tu, toi, qui ne vois pas, comme le reste de la sociologie critique, à quel point notre société va mal et qui nous parle de reliance alors qu'il faut être dans la dénonciation des inégalités, etc., etc. Eh bien, ce monsieur nourrit son terme, l'adosse aux travaux d'Edgar Morin et attire notre attention sur le fait que ce qui fait société, bien sûr, ce sont les liens, c'est ce qui distingue une société d'une population, mais ce qui fait politique, ce qui est un peu plus intéressant, c'est le saisissement de ces liens comme des objets politiques, comme des champs d'action politique, par conséquent comme des rendez-vous, ou pour reprendre votre terme dans le titre, comme des promesses. Donc la proposition n'est pas aussi simple que de dire, bien sûr, vivons ensemble et cultivons le lien social. Elle est de dire, mettons la question des liens, de tous les liens, des liens entre les personnes, des liens entre les groupes, et Dieu sait s'ils sont divers, des liens entre les territoires, des liens entre nous et le monde vivant, non humain, parce que nous avons compris que là, ces liens, ils sont absolument vitaux. Après les avoir largement déniés, occultés, etc., tous les liens, ça fait un champ d'une très grande complexité, ça fait un champ d'une très grande conflictualité, ça fait un champ d'une très grande transformation, et c'est ça le sujet politique. Donc, basculer d'un logiciel des fractures, des dénonciations, des inégalités, lesquelles existent, bien entendu, et à un champ de la quête des reliances, justement pour les travailler, ces inégalités, et en particulier leur expression par l'injustice. C'est intéressant le petit accroche aux travaux de l'IFOP que j'ai bien regardé. La question c'est, qu'est-ce que vous estimez être
de ces inégalités, etc. Et beaucoup de réponses aujourd'hui portent sur le fait que s'exprime plus qu'un constat d'inégalité, un sentiment d'injustice, qui me semble être la vraie question, parce que c'est ça qui invite à rétablir le lien juste. Pour terminer sur ce point, reliance, pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas édulcorer le rendez-vous en le renvoyant à quelque chose de simple qui définit simplement donc, la nature d'une société. Et il faut, avec Boldebal et avec Edgar Morin surtout, entendre ce que ce mot veut dire quand on accepte, et vous avez cette fonction aussi, de le construire comme concept. Vous avez cette fonction d'être des constructeurs de concepts, parce que vous devez aider le reste de la société à se grandir et à augmenter ses capacités d'interprétation. La reliance, c'est pluriel, parce que nous sommes dans une société de liens multiples. Les fameux liens communautaires, ceux qui nous embêtent, les liens communautaristes, les liens religieux, les liens d'allégeance, les liens de soumission, ils font partie du sujet. Et ils font partie du travail. Et ils font partie du champ politique parce qu'ils ne sont pas occultés et à écarter d'un revers de main. Ils construisent aussi des bouts de société. Et c'est cela avec lesquels il faut faire aussi. Donc la reliance, elle est plurielle. Dans ces conditions, elle est, comme dit Morin, dialogique, c'est-à-dire qu'elle embarque des contraires, et que c'est dans ces contraires que doit travailler le politique. Et elle est activante, ça a été très bien dit par les deux interventions précédentes aussi. C'est-à-dire que la reliance, elle n'a d'intérêt que si elle nous met en mouvement. Et si elle nous réimplique, si elle nous réactive, et si elle nous exige, dans quoi ? Dans le fait que, lorsque nous construisons de nouveaux liens, nous nous transformons. Parce que nous changeons notre façon de regarder, de nous connecter à des ressources, de comprendre, de prendre position, d'être utile aux autres. Nous réinventons un altruisme par des liens différents. Et donc, c'est fondamentalement non pas un constat, ça vit ensemble, ça vit pas ensemble, il y a du lien social, il n'y en a pas, c'est un rendez-vous. Et c'est au cœur de la fameuse promesse intercommunale. Dans ces conditions, point 2, avons-nous le bon vocabulaire pour lire l'endroit où nous nous mobilisons, vos conseils de développement, vos territoires, vos périmètres et surtout la nature de cet endroit ? Autrement dit, avons-nous les bons termes pour construire le récit dont il a été dit par Rosan Vallon en le rappelant qu'il était défaillant parce que le politique ne savait plus le porter ou le proposer ou le dire avec nous ou nous représenter à travers celui qu'il faisait, le récit. Eh bien, moi, en géographe, je dirais là, et Yves, on discutera, j'espère, toute la journée ensemble, Yves Jean, mais il y a d'autres géographes certainement dans la salle, je pense que notre matériau de connaissance, de savoir, notre vocabulaire le plus élémentaire, il faut avoir le courage de le revisiter parce qu'il est profondément porteur de tout ce qui a alimenté très longtemps la géographie des clivages. Avec des termes aussi simples que urbain-rural. C'est pas dangereux, urbain-rural. Quand on a fait ces études, il y a longtemps, par exemple en géographie, on distinguait une géographie urbaine et une géographie rurale. C'était anodin, c'était neutre, ça ne l'est plus. Ce sont devenus des repères distinctifs d'opposition, voire même de défiance, de reproches. De revendications croisées, de mépris croisés. Et par conséquent, nous avons absolument le devoir de nous sortir de ce vocabulaire et de cette géographie pour mieux comprendre ce qui nous lie. Parce que urbain versus rural, ça ne nous lie plus d'une façon évidente. Centre-périphérie, ma foi, c'est là aussi une sorte d'approche un peu élémentaire, descriptive, analytique. Il y a des cœurs et puis il y a des bords, ou des confins, si on veut, qui sont entre deux bords, etc. Oui, sauf que c'est devenu un registre d'excitation et de dénonciation dont il faut que nous sortions pour comprendre ce qu'une France dite périphérique, selon un autre grand géographe que vous connaissez, il s'appelle Christophe Guilluy, que j'espère vous n'inviterez jamais, ce que cette France périphérique apporte de positif à l'ensemble du pays, et Dieu sait si elle apporte des choses positives à l'ensemble du pays. Et Dieu sait si elle est, cette France dite périphérique, désirée
par une grande part de la population à un certain moment de sa vie. Et par conséquent, Dieu sait comment nous devons la lire, non pas comme une France abandonnée sur le bord de la route, mais comme une France qui a une part de contribution au système des centres et des périphéries, à condition de revisiter le terme. Et dernière figure encore plus simple et plus catastrophique, le grand et le petit, la grande commune et la petite commune, la grande ville et la petite ville, le grand territoire et le petit territoire, la grande intercommunalité et la petite intercommunalité. Tout ce qui est grand est vilain, technocratique, catastrophique, déshumanisant, etc. Tout ce qui est petit est merveilleux. À portée de main, à portée de baffe, on dit aussi, c'est parfait, les élus adorent les prendre apparemment, puisque c'est comme ça qu'ils se définissent. Être à portée de baffe, ça me paraît assez terrifiant comme mission. Donc, on voit bien que ce simple registre-là, élémentaire et apparemment non contestable, le grand et le petit, il faut que nous en sortions et il faut que nous réinventions, c'est le point 2, une géographie. Alors je vous renvoie entièrement au livre puisque donc, ça va être une découverte magnifique. Les 3 termes que j'ai proposés, et puis s'ils ne conviennent pas, allons-y, défrichons, énonçons, produisons, cartographions, sont les termes de ligne de vie, parce que je pense que ça nous raconte. Ça raconte ce qu'au quotidien, nous vivons et ce à quoi, d'une façon extrêmement concrète, nous accrochons pour fonctionner, pour aller tous les matins de A, afin de, en revenant à, pour recommencer à, etc., etc. Ce sont des lignes de vie et elles font notre société dans le quotidien. Le deuxième terme, c'est archipel, parce qu'en réalité, ce qui est magnifique dans cette société, c'est pas que nous sommes urbains ou ruraux, c'est que nous sommes les deux. Et à différents moments de la vie, de l'année, de la saison, de la semaine, un peu des deux et aussi un peu de leur mélange. Et Dieu sait s'il y en a des mélanges entre l'urbain et le rural. Donc il faut comprendre cet archipel, parce que c'est une archipel citoyenne, c'est une archipel vécue. On dit un archipel, pardon. C'est un archipel vécu, c'est un archipel citoyen. Et donc là est notre horizon de saisissement du social. Là où nous voulons toujours et encore voir des périmètres et des territoires, et si possible, les plus riquiqui possibles. Et le troisième thème, alors on s'y retrouvera plus, mais il faut l'activer, c'est bien commun territorial. Parce que nous avons là quelque chose qui efface les catégories, qui efface les appartenances et qui, par définition, met au cœur du débat politique ce qu'on peut saisir et régénérer en commun comme étant un bien inappropriable dans les ressources que cela représente. Bien sûr, il y a des propriétaires du sol, il y a des propriétaires des forêts, il peut même y avoir des propriétaires de l'eau. La question, c'est comment on partage les usages et comment, autour de ces propriétés individuelles, collectives, parfois publiques, on crée des intérêts communs. Et la réponse est fondamentalement territoriale. Ces 3 termes de vocabulaire parmi d'autres, ils peuvent permettre de lire une nouvelle géographie. Alors d'accord, ça bousculera nos représentations. On ne va pas tout de suite y retrouver nos petits. On va se dire, oui, mais comment je parle d'un pays à coup de lignes de vie, d'archipels et de biens communs territoriaux? Il est sympathique, Vanier, mais ce n'est pas le vocabulaire de tous les jours. Eh bien, précisément, il faut qu'on change le vocabulaire de tous les jours, parce que tous les jours demain, ce n'est pas tous les jours d'hier. Donc, faire de la politique, c'est aussi actualiser cette capacité-là. Je suis en train de parler de transformation de nous, de les miennes y compris, vous avez compris. Moi, je ne viens pas mettre dans l'injonction de la transformation les autres que moi-même. Je réinvente mon vocabulaire, ma façon d'être géographe, ma façon de chercher et d'énoncer les termes de ma recherche. Et vous avez sans doute, vous, conseillers, membres des conseils de développement, à réinventer aussi votre fonction dans cette grande transformation. Les élus ont un énorme travail de réinvention de ce que c'est la mission d'élu. Un énorme travail, certes, mais ils ne sont pas les seuls. Les agents administratifs des collectivités, la même chose. Le citoyen a réinterrogé la notion de citoyenneté dans ce monde de mobilité qui est nôtre. Alors sur ce plan-là, je vais être encore moins prescripteur que j'ai pu l'être dans les parties précédentes, ça vous appartient, mais je dirais 3 convictions, très simples pour terminer. De mon point de vue, votre espace politique, vous, les conseils de développement, c'est la médiation. J'y ai un peu travaillé avec Alain Faure, vous le savez bien. Je pense que c'est le sujet clé. Espace politique, j'aime bien l'expression, ça veut dire que c'est là où on vous attend, c'est là où est votre contribution. C'est la capacité à construire des dispositifs, des moments, des événements, des attitudes, des compétences et tout ce que vous voulez de médiation.
parce que la conflictualité, elle est là, hein, et que invoquer la reliance et en faire un sujet central, ça n'efface pas les conflits, ça n'efface pas les divergences d'intérêts, ça n'efface pas les inégalités et les injustices, ça les travaille autrement. Mais évidemment, à ce moment-là, pas pour dire chacun dans son coin et les États-Unis seront tranquilles, ou la France, ou etc., mais pour dire comment est-ce qu'on se relie, et par conséquent, on établit un médium entre nous. C'est la médiation. Votre culture collective, maintenant, je pense que, et ça c'est peut-être le plus important que ce que j'ai envie de vous dire, je le dirais comme ça, en bidouillant un peu une phrase d'Hannah Arendt qui disait la politique c'est faire du commun avec du pluriel. Aujourd'hui, vous avez à faire du commun avec du complexe. Et votre culture de conseiller, votre culture de citoyen engagé dans les conseils doit être, de mon point de vue, la complexité. C'est peut-être un peu facile de le dire comme ça, de dire « ah bah oui, tu nous laisses avec la complexité », et une fois que tu as fait ta phrase simple, tu repars. Mais en même temps, je pense fondamentalement que c'est un devoir, parce que le populisme s'adosse à la simplification. Le populisme s'adosse à la radicalité simplificatrice, ou à la simplification radicale, c'est la même chose. Et donc ici, on a à construire quelque chose, un antidote, qui au contraire donne accès, fasse monter la compréhension des phénomènes complexes, et on n'en manque pas, qu'il s'agisse d'écologie, de relations sociales, d'économie nouvelle, et tout ce que vous voulez. Et bien sûr que la fracture fondamentale, s'il y en a une, elle est là, entre la part de la société qui a les moyens, comprend, désire se saisir de ce monde complexe, et celle qui renonce, et par conséquent s'en sent totalement démunie de ce monde complexe qui se transforme, et se dresse, et se sépare. Et enfin, vos chantiers, vous l'entendez dans l'ensemble de mon propos, ce sont les transformations. Votre chantier de conseil de développement, vos chantiers au pluriel, quels que soient les sujets, le mot-clé, ça devrait être en permanence transformation, transformation, transformation. Mais pas pour le bonheur de tout mettre cul par-dessus tête et de laisser ceux qui n'y arrivent pas sur le bord de la route, pour soulever la question majeure des transformations, qui est celle des justices. Des justices écologiques, des justices sociales, des justices économiques, ou de la justice à chaque fois, de la justice spatiale et territoriale. Parce qu'effectivement, dans la transformation, la grande question qui est posée à chaque fois, c'est qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui n'est pas juste. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est juste dans les efforts, dans les bénéfices, dans les renoncements, et qu'est-ce qui est injuste dans les conséquences des transformations. Ça, c'est l'objet politique central, les chantiers en question. Pour finir, moi aussi, je feuillette Rosan-Vallon, mais on ne lit jamais complètement Rosan-Vallon, parce qu'on croit l'avoir lu, mais en fait, non, on a feuilleté. Bon, bref, je travaille le dernier Rosan-Vallon, qui s'appelle « Les institutions invisibles », et qui dit, je le résume, mais il faudra le lire quand même, l'enjeu majeur, c'est la confiance, l'autorité, la légitimité. Et donc, il refait tout un travail sociopolitique sur l'émergence de ces notions depuis l'Antiquité, leur devenir, leur choc, ce qui leur arrive, leur épuisement et la façon de les reconstruire. Soit, bien sûr, il faut toujours écouter, et certainement Rosan-Vallon plus que plein d'autres gens. Moi, je terminerai avec un dernier mot que je partage avec vous, parce que je suis sûr qu'il vous concerne aussi. Je ne le développerai pas, mais c'est le mot de responsabilité. Je vous remercie. Merci. Bon, je vais essayer de faire court. Donc, Émilie Hubert, vice-présidente du Collège des habitants à Metz Métropole. Les échanges ont été rapides et ils soulèvent plutôt des interrogations que des affirmations. Voilà. On s'est posé la question de savoir comment réinventer le vocabulaire, en sachant qu'on était une instance qui était plus ou moins déjà représentative. Donc, comment se poser la question de la réinvention du vocabulaire ensemble, en sachant que ça allait être certainement très très complexe, mais que voilà, on sait qu'il va falloir le faire. On s'est posé aussi la question de l'approche culturelle. Ça a été soulevé par un des membres de notre groupe. La notion même du dialogue, elle a été remplacée par des instances, plein d'instances. Et du coup, est-ce que ça casse pas aussi la notion même de dialogue ? Est-ce qu'on est vraiment représentatif? Est-ce qu'on discute vraiment tous ensemble? Est-ce que le dialogue n'est pas faussé aussi quand on est, par exemple, une instance comme un CODEV? Voilà. Donc on s'est posé cette question-là. Et on s'est également posé la question sur la légitimité des membres d'un CODEV à travailler sur cette réinvention. Est-ce qu'elle serait parfaite?
ou est-ce qu'elle serait imparfaite et comment la travailler de façon complète. Voilà. Plus de questions, désolée. Très bien, on va y répondre tout à l'heure, merci. Alors derrière, Béatrice. Ouais, je profite de la proximité, c'est du micro. Oui, je suis avec d'autres collègues du CODEV de la métropole de Lille et puis une autre personne de Haute-Armance, et qui est tout seul, et qui sont vraiment démunis face à des élus. Qui ne le reconnaissent même pas. Enfin, voilà. Et sur la MEL, depuis que je suis présidente, moi j'ai beaucoup axé ma stratégie sur la confiance réciproque. Et c'était pas forcément reconnu par tous, cette notion-là, de dire non, c'est pas faire cul et chemise. Mais non, la confiance réciproque n'est pas faire cul et chemise. C'est pouvoir avancer. Puis je l'ai entendu au début par M. Pelin de dire vous êtes fort s'il y a de la confiance. Et ça, je crois que c'est tout à fait intéressant. Et j'ai bien aimé le mot de bien commun territorial qui a résonné avec un travail que fait l'Agence de développement et d'urbanisme de la métropole sur le bien-être territorial. Et c'est un peu différent. Et on s'est dit que on pouvait questionner tous les sujets segmentés ou qui pourraient sembler l'être, l'eau, l'alimentation, etc., par ce chapeau commun du bien commun territorial. Donc peut-être faire cet effort-là à venir. Et puis quand on fait des décisions, comme M. Pelletier l'a dit, d'accentuer les citoyens usagers habitants dans les membres du Conseil de développement par rapport à des collèges qui segmentent, je suis représentant de l'économie, je dois parler que de ça, je suis représentant du social. Si on dit habitants, usagers, citoyens, on a tous ça. Voilà. Donc je pense que on s'est dit ça dans notre petite réflexion. Merci. Alors, il y avait une ici, en haut, et puis après on prendra en bas François Pernette. D'ouest en est, avec nos collègues ici présents, sur la question de l'eau, qui est envisagée comme une ligne de vie qui montre vraiment l'interdépendance des territoires. Et on s'est dit que face à ça, les espaces politiques et administratifs des intercommunalités, elles sont aussi définies par des limites artificielles, qui sont souvent définies par des arbitrages politiques. Et d'où cette question, Martin Vanier, quel est l'espace politique de la reliance ? Merci. Merci Marilyn. On a une question en bas, une demande à François Pernette, ici. Oui, bonjour. On a eu très peu de temps, mais on va essayer de dire quelques mots. Moi, je suis président du Conseil de développement du Vallière Val-de-Seine. La première remarque, c'est ça s'apparente, y compris avec la partie introductive des premiers intervenants, notamment sur la structuration même du Grand Paris en lui-même. Grand Paris, collectivité énorme. Et le CODEV se retrouve à 120 pour représenter la démocratie locale de proximité. Waouh! Donc ça me pose question. Et voilà, et j'espère qu'il y a des travaux derrière de proximité, par secteur, etc. Deuxième point. Alexandra, vous avez posé la question, combien y a-t-il d'élus dans la salle ? Intéressant, très peu. Donc là, on voit bien dans nos échanges que l'appropriation par les élus eux-mêmes de cet organe est extrêmement faible. Notre boulot entre deux votes, je dirais entre le vote et la fin du mandat, c'est justement de faire vivre cette instance. En tout cas, pour ce qui me concerne, moi j'ai beaucoup de mal à faire vivre cette instance avec les élus eux-mêmes. François, on te fait confiance, vas-y. Hein, c'est un peu ça, moi, que j'entends. Troisièmement, Madame a cité l'intérêt et la force d'un CODEV sur la gestion des temps. Nous sommes sur des temps longs. Les élus sont sur des temps courts. Et ça, c'est vraiment important, d'où le nécessaire renforcement de l'utilité de ces instances. Quatrième, et je termine, dernier point, le terme du CODEV en lui-même.
Je suis désolé, hein, on ne fait pas du développement. Hein. Donc le terme en lui-même déjà n'est pas explicite sur la fonction que nous devons remplir. Donc, interrogation, madame, sur le vocabulaire, y compris nous-mêmes. Regardez le panneau. Codev, Métropole, Grand Paris. Comment voulez-vous que les citoyens comprennent ce machin ? C'est pas possible. Alors, je suis pas du tout critique avec le Grand Paris, je me remets en question personnellement en disant ça. Mais donc là aussi, on a un gros boulot à faire. Il faudrait au moins une baseline en dessous pour se rapprocher, pour relier, etc. Je vous remercie. Merci. Alors, on va prendre 2 autres réactions. Une au fond. Je ne vois pas très bien avec les lumières, mais le micro a circulé. Alors, où est le micro en haut ? Qui a le micro ? Là, bonjour. Oui. Voilà, ici, si vous voyez. Je vois qu'elle cherche devant. Ici. Coucou. Allez-y. Voilà. Donc nous étions 3 personnes. Alors il se trouve qu'on était 3 techniciens, mais représentant 2 territoires et une association démocratie ouverte, je vais la citer. Voilà. Alors d'abord, on a fait un premier constat qui m'a marqué moi, c'est sur la notion de faire lien plutôt que de dénoncer. Ce qui a été dit au début de l'intervention, moi ça m'a beaucoup marqué parce que nous justement on est en train de renouveler notre conseil développement et en fait on dit clairement que quand on voit ce qui se passe chez nous au niveau national, parce qu'on parle des États-Unis, il ne faut pas oublier qu'en France c'est pas tout rose non plus, on se dit quand on voit ces débats, on est presque parfois aux insultes entre personnes. Nous on insiste sur le fait de justement savoir construire ensemble, je dirais avec pas en dépit d'eux, mais avec nos différences, quoi. Dans un échange qui se veut constructif et apaisé, en fait. Voilà, donc ça, pour nous, c'est vraiment extrêmement important. Et je dirais même les conseils de développement, le local peut être un exemple pour le national. On a cette ambition-là. On s'est posé aussi dans le groupe la question du vocabulaire. Donc on parle de nouveau vocabulaire, mais ça veut dire penser différemment. Et à quel point un membre citoyen, je dirais parfois simple, citoyen, peut justement intégrer cette nouvelle façon de penser, quand on parle d'archipel, etc. Voilà, comment faire évoluer ou intégrer cette nouvelle façon de penser. Et voilà, on s'est aussi posé la question des différents conseils, du fait qu'ils soient soutenus ou pas par des politiques. Alors, c'était bien parce qu'on était 2 exemples presque opposés. Une agglomération où vraiment il y a des politiques fortement engagées derrière, un président de l'agglo qui assiste systématiquement aux plénières et qui demande à ce que ça avance, voilà. Et un autre territoire où c'était l'inverse, la technicienne est un petit peu toute seule. Et on voit que l'impact n'est pas le même. Enfin, dans un CDD, on est 125 membres pour même pas 200 000 habitants, donc c'est plus que le Grand Paris. On est beaucoup moins nombreux. Et sur un autre territoire de 115 000 habitants, il n'était que 14. Voilà. Donc dans un cas, les politiques soutiennent beaucoup, l'autre cas, pas. Voilà. Très bien, merci pour ce partage. Alors, on va aller de ce côté de la salle parce qu'on n'a pas encore entendu mon côté gauche. Ah, merci Pauline. François-Xavier Lamotte, réseau 44 des conseils de développement, avec autour de moi des conseils de développement qui font partie de ce réseau. Pour faire court et pour éviter de redire tout ce qui a déjà été évoqué, nous, on s'est arrêté sur le thème transformation. On a bien compris que c'était quelque chose d'important dans votre présentation. Pour autant, transformation, c'est complexe et il faut être courageux pour se transformer. Et tout le monde, aujourd'hui, n'est pas apte à se transformer. Et donc, on a préféré le terme déviation. C'est-à-dire qu'avancer vers un but tout en esquivant les murs, les obstacles, mais en avançant. On aurait aimé avoir votre sentiment là-dessus. Merci. Merci. Alors, on va prendre une dernière réaction, peut-être un peu plus haut, du côté gauche. Là, on n'a pas encore entendu le côté gauche haut de la salle. C'est bon. Après. Parlez directement près du micro, ça se déclenche tout seul, il n'y a rien à toucher. Oui, merci, je ne sais pas si vous m'entendez. Nous sommes tous conscients de la nécessité de devoir créer des liens entre le citoyen et les institutions. La question qu'on se pose, c'est est-ce que nous n'avons pas trop d'institutions qui fait que le citoyen ne s'y retrouve plus dans qui fait quoi, qui a la responsabilité de quoi. On peut parler de communes, communautés de communes, syndicats intercommunaux, pays, etc., départements, régions. Et il y a une défiance du citoyen vis-à-vis de l'institution qui peut aussi être alimentée par cette profusion d'organismes responsables de tout un tas de choses. Et notre rôle là-dedans est évidemment aussi complexe.
Très bien, je vous remercie. Alors, je me retourne vers Martin Vanier. Exercice difficile avec de nombreuses réactions. Donc voilà, je vous laisse apporter des réponses à ces questionnements qui ont été formulés. Eh bien, merci beaucoup. Écoutez, en tout cas, je voulais qu'on parle des mots. On est dedans, puisque vous intervenez surtout pour retrouver le sens de, ou reformuler le sens de. Pas que, mais beaucoup. Alors, je vais le faire en vrac. Conseil de développement. Faites un peu d'histoire ou d'archéologie. À la fin des années 90, quand l'idée émerge, vous le savez bien, dans le cadre de la loi Voynet, un peu en compétition avec la loi Chevènement, etc., on est dans une histoire intercommunale bien donnée et la mission principale de l'intercommunalité, c'est le développement. Et par conséquent, ça s'est construit comme ça. Pour moi, c'est un mot d'il y a 20 ans. C'est très clair, c'est un mot d'il y a 20 ans. Et aujourd'hui, si on veut être dans la capacité de médiation avec une société qui se transforme, il ne faut pas commencer par lui balancer le mot de développement. Parce que tout le monde n'est pas d'accord sur le sens du développement, sur la nécessité de, ou sur son investissement, pour les uns trop économiques et technologiques, pour les autres insuffisamment revisités sur le principe de qu'est-ce que c'est que la richesse, etc. etc. Donc, ce ne serait pas qu'un petit réhabillage sémantique que de s'interroger sur cette terminologie, il n'y a pas de doute. Mais voilà, on est au cœur du sujet. Pourquoi devrions-nous, alors que tout bascule, et particulièrement la démocratie, continuer à nous inscrire dans des cadres qui ont été inventés il y a maintenant une petite génération, quand il y avait un petit peu moins de vent dans les voiles. Parfois les mots, deuxième mot, transformation. Parfois les mots, on croit qu'ils vont rassembler, et puis, en fait, ils ne parlent pas. Transition. Tout le monde avait l'air très content. On a même nommé le ministère avec ça. Donc ça semblait clair et net. Et puis c'était très assembleur. Que de critiques ça a déclenché sur le mode que la transition ne dit pas suffisamment, la nécessité de bifurquer, c'est pas une transition, c'est une bifurcation, vers quoi on va, les obligations de rupture, etc. etc. Vous proposez déviation. En irondissant un petit peu, notre vocabulaire routier s'accroche. Hein. Vous me direz que le mouvement social s'est accroché parfois au rond-point, mais là, donc, c'est des ronds-points à la déviation. Non, mais sérieusement, je suis d'accord avec vous. Redirection exige moins de la personne qui entend le terme, qu'il s'agisse d'un exploitant agricole, d'un entrepreneur, d'un agent de la fonction publique, d'un commerçant, etc., etc. Lui parler de la façon dont il peut imaginer rediriger son affaire, son métier, sa mission, sa fonction, etc., me paraît plus concret que de simplement évoquer pour lui le devoir de transformation. Oui, ok, vers où, vers quoi, pourquoi, comment, etc., etc. Et la redirection est un beau concept qui est dû en particulier à quelqu'un que vous devriez écouter un jour qui s'appelle Sylvain Grisot et qui parle de redirection urbaine pour dire notre nécessité de reconcevoir notre horizon de l'urbanisme. De quoi êtes-vous les représentants ? De quoi sommes-nous représentants et est-ce qu'on représente bien quand on est 120 sur 7 millions ? C'est donc la population de la métropole du Grand Paris, en gros. Tout ce vertige sur oui, on peut inventer un vocabulaire, oui, l'eau pour les lignes de vie, très judicieux, très judicieux. Il y a un petit passage sur l'eau dans mon bouquin, mais c'est une expression immédiatement saisissable de qu'est-ce que c'est qu'une ligne de vie, hein, ou si je peux me permettre, de mort. Parce qu'en Espagne, la question de l'eau, de son cycle, de sa maîtrise et de la résilience de la société à l'égard de ce qu'elle exprime, cette eau et ce cycle, est à la fois une ligne de vie et puis en ce moment, malheureusement, tout à fait son inverse. Bref, cette question de la représentation, je partage mon interrogation, je vous la renvoie. Vous êtes sûr que vous voulez être représentant ? Il me semblait que vous étiez une autre figure du rapport démocratique. Nous avons des représentants. Même quelqu'un vient de dire nous en avons trop à tous les niveaux. Bon, moi je ne partage pas, mais peu importe. Nous avons des représentants. Nous avons un système de la représentation qui est plutôt bien fichu. Je ne vous vois pas en représentant. Et connaissant des conseils de développement ici ou là, dans mon travail, dans ma fonction habitante, je ne vois pas les membres du conseil comme des gens qui me représentent. Je les vois dans une autre mission. Je vous ai dit rapidement tout à l'heure qu'elle était un peu dans une position d'assumer la médiation, de scoltiner la complexité et de la rendre attrapable à tout un chacun. Ça, c'est un sacré boulot de didactique. Et puis, d'affronter la question de la justice, parce qu'il ne suffit pas de se transformer. Il ne faut pas que ça fasse des victimes. Donc, c'est déjà pas mal. Pourquoi voulez-vous représenter ? Nous avons des représentants. Donc, je soumets cette question, parce que ça peut...
Dans quel périmètre devons-nous construire notre fonction représentative? En fait, pourquoi un périmètre? Vous êtes un conseil de développement dont il faut enlever le mot, d'accord, et puis se référer à une géographie, saisissez-la comme vous voulez la saisir. Moi, je vous dis, vous enfermez pas dedans et ne vous vivez pas comme des représentants. On en a déjà. Ils sont élus, c'est quand même ce qu'on a trouvé de mieux ou de moins pire comme système pour les désigner. Alors, l'espace de la politique dans la reliance, c'est quoi dans ces conditions? Ça, c'est la belle question. Qu'est-ce que l'espace politique de la reliance? Une réponse que vous allez estimer être une pirouette, mais fondamentalement, non, je crois à ce que je dis. L'espace politique de la reliance, c'est celui que vous construirez. C'est-à-dire qu'il ne se décrète pas. Il n'advient pas parce qu'on a fait des cartes où on voit les migrations alternantes, le bassin de l'eau, ou je ne sais pas quel facteur objectif de ce qui nous relie. La reliance, elle est activante. Elle nous met en relation avec. Ou elle invite à regarder comment on se met en relation avec, ou on ne se met pas, et nous invite à le faire dans ces conditions. Ou si on ne veut pas le faire, nous interroge pourquoi on ne veut pas être en contact avec, pourquoi on n'a pas de lien avec, pourquoi on n'a pas de lien avec les mamans qui, à la sortie de l'école, ne sont pas habillées comme moi. Ça m'interroge beaucoup, puisque mes enfants vont dans la même école que les mamans en question. Vous voyez bien de qui je veux parler. Et pourquoi j'arrive pas à créer des liens avec ces mamans-là? C'est souvent des mamans, hein, d'ailleurs. Les papas sont pas là, mais c'est une grande question. Donc, voilà, la reliance, elle m'exige. L'espace politique, il commence là. Il est devant l'école. Il est à l'entrée de l'école. Mais il peut être beaucoup plus grand. Ça dépend des questions qu'on se pose. La question de cet espace, de sa définition, est entièrement renvoyée, vous allez me dire que c'est tautologique, au défi de reliance que vous décidez de saisir. Bon, puisque je viens de Grenoble et que ça reste encore très, très attaché, moi je pense qu'à Grenoble, on a une question fondamentale du lien entre la ville et ses montagnes. Que tant qu'on ne saisit pas ce truc-là, on cultive une impasse économique, sociale et écologique qui va effacer le destin grenoblois. Alors que c'est une belle histoire, Grenoble. Bref, l'histoire de Grenoble, ça passe par la reliance entre la ville et les montagnes. Voilà. Alors, c'est plus grand que la métropole. C'est pas tellement le sujet. Il y a l'espace politique de cette reliance-là. Donc, l'espace politique de votre reliance, c'est celle que vous contribuerez à construire. Et sans doute, vous n'aurez pas tous les mêmes réponses. Merci de vos interpellations qui me semblent très stimulantes. Enfin, moi, ça me stimule beaucoup, en tout cas.